Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de divorce, de séparation, d'entrepreneuriat, de pension alimentaire, de violence, de Lila. Vous êtes sur Zitata, restez là. Forme épisode 189, c'est parti. Femme, 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 femme. Femme, avec deux femmes qui ont mis une couleur orange. Voilà, la couleur orange qui leur va si bien. Il est avec moi sur ce plateau Catherine Marceline. Bonsoir Catherine, comment ça va? Bonsoir Barbara, ça va Ça très va? bien, merci. Merci d'être là avec Merci nous. de l'invitation. Il y a Cécile Simoneau, comment ça va? Très bien, merci. Ça va? Oui. Bon, vous êtes raccord, hein, mesdames? Et oui, Et sans ça vous- concertation Et préalable. ça vous va très très bien. Merci. On va préciser qu'on enregistre, parce qu'on enregistre les émissions avant. Moi, je suis transparente, tu sais, je ne fais pas comme si on était en direct. On n'est pas en direct. Cette émission est enregistrée le 7 mars, donc la veille du 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. C'est pas la journée des femmes. C'est pas la peine de venir. Et puis en rose, nous parler ça. Chaque année, on dit, c'est la 4e année qu'on fait cette émission. C'est pas la peine des roses, c'est la journée internationale du droit des femmes. D'ailleurs, on va en parler plus spécifiquement peut-être avec le focus. Mais on ne déroge pas à nos habitudes. Vous allez vous présenter, mesdames. Catherine. Avec plaisir. Donc Catherine, autrice, éditrice. Je viens de créer ma toute nouvelle maison d'édition Pilibo. Et aujourd'hui, je me consacre à porter la voix de ceux et de celles que l'on a oubliés dans l'histoire de la diaspora caribéenne. Tout à fait. Tu es avocate aussi. J'ai été as pendant pas dit 27 ça, tu ans. as pas Non, dit j'ai ça. pas dit ça parce que ça Mais s'est tu terminé. veux plus dire ça. Hein? Mais je peux le dire comme ancienne avocate. Oui. Voilà, pendant 27 ans Oui. au barreau. Tu étais spécialiste de quoi? J'ai commencé par du droit des affaires, Oui. ensuite du droit pénal. J'aimais Mhm. beaucoup la défense en cour d'assises ou en cour des mineurs. Oui. Et puis, j'ai terminé par les affaires familiales, Tout à fait. et en particulier les divorces Des contentieux. divorces dont on va parler puisque tu es l'auteur, moi je dis auteur, toi tu dis autrice, Mhm. d'un livre donc qu'on voit, Ingrid Littré, Sa vérité. Donc on en a beaucoup parlé, hein. Tu fais l'actualité depuis novembre, il est sorti en novembre, Il a été annoncé le 25 le novembre. 25 novembre, oui, qui était la journée internationale des violences contre Faites les aux violences femmes. faites aux femmes. Mhm. Donc Pilibo, donc alors nous on était en contact dès novembre et puis bon. On Oui. n'a pas pu se voir, donc c'est pour ça que je te reçois là. Mhm. Mais c'est vrai que le livre, je l'ai eu, et puis tu es sur les médias pour en faire la promotion. Bien sûr. Mais effectivement, tu nous dis que tu as écrit effectivement avant, 2019, Christiane Dapierre. Donc c'est à cette occasion d'ailleurs Nous étions rencontrés. qu'on s'est absolument. rencontrés, et puis tu en avais beaucoup parlé à l'époque. Mhm. Christiane Dapierre, Une vie d'excellence. Et 2022, tu as écrit sur Alain, alors je ne sais pas dire le nom, je te laisse le prononcer. Alain Rézard de Vouve. De Vouve, Voilà. Parcours d'un enfant de la Martinique. Mhm. Et puis tu es en préparation d'un prochain livre, Sur Paulette Nardal. Paulette Nardal, Mhm. qui fait parler d'elle. Il y a Bien eu sûr. des ouvrages, Ça fait presque 10 ans que je travaille sur elle. tout à fait. Donc, Et effectivement, puis on en c'est parle. toi aussi, tu veux qu'elle rentre au Panthéon? Absolument. Voilà. J'ai créé l'association Paulette Nardal au Panthéon, D'accord. compte tenu de son parcours multiple et exceptionnel, Oui. pour demander son entrée par la position d'une plaque. Ok, donc on va parler de tout sûr. ça. On va beaucoup parler du livre sur Ingrid Littré, mais on va aussi parler de tes autres activités. Et puis on va revenir à toi pour nous dire pourquoi tu passes à l'édition aussi. Bien sûr. Ok, mais on va demander à ta collègue, je dis collègue et amie, enfin vous connaissez, Oui, Cécile absolument. Simoneau. Cécile, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, Cécile Simoneau, donc cofondatrice du réseau Lila, c'est un réseau pour les entrepreneuses de Martinique qui n'ont pas envie de choisir entre leur vie perso et leur vie pro et qui ont besoin aussi souvent d'être prises en compte dans leur entièreté, donc en tant que femme, en tant que mère si elles le sont, et en tant qu'entrepreneuse, et d'avoir un équilibre entre tout ça pour avoir une entreprise pérenne et rentable. Alors moi, je cherche, tu sais, j'ai plein de notes chaque fois, je cherche la signification de l'acronyme LILA. C'est Donc, libre, les indépendantes, libres, alignées et solidaire. et solidaires. Oui. Un petit mot sur aligné. Moi, j'adore ce mot-là, moi, aligné. Aligné, c'est que ce soit sur le fond ou sur la forme, ça soit en phase avec leurs valeurs. Aligné avec leurs valeurs, que leur entreprise représente leur ADN, oui. ce qu'elles incarnent, ce qu'elles veulent faire passer comme message dans la société ou ce qu'elles veulent apporter comme évolution. D'accord. Et pour nous, c'est vraiment un des piliers fondamentaux de la pérennité d'une entreprise. Ok. Est-ce que vous êtes féministe? Alors toi, je sais que tu te définis comme féministe. Comment on définirait féministe? Tu es féministe, Cécile? Alors,
sur la définition de certaines personnes, je pense que je serais décrite comme telle. Oui. Dans mon quotidien, je ne m'annonce pas comme telle. Pour autant, je ne veux pas m'annoncer comme telle parce que pour moi, s'il y a des injustices liées aux hommes ou autres, ça va aussi m'offusquer de la même façon. Oui. Donc, c'est pas, voilà. Je ne veux pas, en fait, être définie comme féministe. Souvent, c'est vu comme un combat des femmes contre les hommes. Oui. Et c'est Ça, cri de absolument guerre, c'est quelque comme un chose cri de que guerre. je refute, que je ne veux absolument pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas du tout ça le combat. C'est le combat pour le respect et la place de tout le monde de façon équitable. Et Donc, tu l'assumes ou pas, le terme? le Le qualificatif? Tu dis- féministe. Oui. Bah, du coup, non, puisque D'accord. dans la sémantique de la plupart des personnes, ça va être D'accord, associé à d'accord. ça, et je ne veux pas que ça soit réducteur Ok. comme dans la vision que j'apporte, quoi. C'est ton point de vue? Toi, tu l'assumes, Ah toi, non, j'ai moi, lu, toi, tu es j'assume féministe. complètement. Pour moi, et d'ailleurs, la définition que j'en ai vue première dans le Oui. dictionnaire, c'est la recherche de l'égalité, C'est ça. de droit, de considération, de respect entre les hommes et les femmes. Mhm. Là-dessus, moi, je pense que tout le monde Devrait l'être. devrait l'être, Oui. les hommes comme les femmes. Mhm. Donc, de ce point de vue-là, oui, je suis une féministe assumée, pleine et entière. Et alors, donc, tu as écrit un livre. Donc, quand tu travailles sur Christiane et Dapierre, tu sais aussi, tu fais valoir Oui. ce côté-là. Et moi, je me rappelle, tu nous avais commenté une image de Christiane et Dapierre chantant avec Pavarotti qui la maintient comme ça. J'avais jamais vu ça. Je sais pas si tu connais cette image, Cécile. Non. Et Catherine nous l'avait commenté en disant, regardez comment il tient la femme, reste là, ne parle pas, ne chante pas. Et elle était contrainte. Voilà. Elle Et était dominée. Il avait l'habitude de le faire avec ses partenaires. Voilà. Et alors, cet ouvrage, Ingrid Littré, sa vérité, alors, on est dans le monde des personnes connues, Oui. people, puisque Kevin Valery, qui est l'ex-mari d'Ingrid Littré, donc Kalash, est connu. Et puis, leur histoire s'est allée, effectivement, sur les réseaux sociaux. Mais avant de rentrer dans ce livre, c'est une œuvre féministe que tu fais quand tu écris ce livre. Ah oui, absolument. Oui. C'est une œuvre féministe et c'est une œuvre surtout pour libérer la parole. Oui. Ingrid a un parcours pour lequel je l'ai accompagnée sur les dernières années, mais avant cela, c'est une femme qui a une vie propre. Oui. Miss, elle a été sélectionnée pour Miss Monde. Et elle arrive huitième à l'élection de Miss Monde en 2009. Elle est mannequin, elle crée sa propre marque de vêtements et puis elle décide de tout quitter pour accompagner celui qu'elle aime. Ce qui est d'ailleurs ce que font beaucoup de femmes que j'ai vu passer dans mon cabinet et qui des années plus tard, quand l'amour est parti ou que monsieur a rencontré quelqu'un d'autre et qu'il oublie d'ailleurs les sacrifices qui ont été faits par madame, sont effondrées et se demandent comment elles vont se reconstruire. Et son histoire est celle-là, mais pas que, parce que je raconte effectivement l'histoire de la violence vécue dans le couple et par la suite. Je raconte l'histoire de la violence transgénérationnelle, puisque nous sommes malheureusement un département... Oui, parce que là, il y a une forme de transmission aussi. Sa grand-mère était victime de ça, sa mère aussi. Et elle. Et chaque fois, en présence de l'enfant, c'est ce qui est aussi notable. Donc, le schéma de transmission de la violence est quelque chose qui est terrible dans nos sociétés et dont on ne parle pas suffisamment. Et donc, l'idée, c'était d'une part qu'elle sorte du silence pendant lequel elle a été, pendant qu'elle s'est fait harceler sur les réseaux sociaux. Alors voilà, moi je peux t'interrompre 2 secondes, Catherine. Je t'ai entendu dans d'autres émissions, notamment l'émission de, comment elle s'appelle, Le Dîner de Kelly, je crois que c'est ça, mais d'autres aussi, même ici d'ailleurs, où tu dis, voilà, pendant 5 ans, elle s'est fait harceler sur les réseaux, d'ailleurs, elle n'a pas été soutenue, et maintenant que je sors ça, ça peut poser problème. Enfin, il y a des gens sur les réseaux, j'imagine aussi, qui disent, pourquoi elle le fait, mais pendant 5 ans, tu dis qu'effectivement, moi j'ai vu passer des posts, mais cette violence s'est exprimée comme ça, c'est ce que tu dis. Oui, moi ce que je dis, c'est que pendant 5 ans, cet homme a cru devoir la harceler sur les réseaux sociaux, sans que ça n'évoque de réaction, d'entraîne de réaction de la part de beaucoup de personnes qui auraient dû intervenir pour dire, enfin des personnes qui sont institutionnellement en charge. Notamment les associations féministes. Mais pas que, les politiques aussi, enfin un certain nombre de défenseurs aussi des droits des femmes. Donc pendant 5 ans, il n'y a eu que la version de quelqu'un, surtout, mais pas que, puisqu'il y a eu ces fameux cyberharcèlements. Je rappelle que le cyberharcèlement est puni pénalement par la loi. Et donc le livre était l'opportunité d'une part de rétablir sa vérité, sur sa vérité. Voilà, sur ce qui s'est passé, et puis de dire stop aussi à ce rouleau compresseur qui passe depuis des années. Donc c'était une façon effectivement de dire doublement stop. Alors, juste, Ingrid Littré, donc Miss Monde, elle est sélectionnée, elle était en locks blonde, magnifique, c'était quoi, Barbie, c'était... Elle était surnommée la Barbie caribéenne. La Barbie caribéenne. Voilà. Et puis, effectivement, elle est une people, en fait, aussi.
Ben forcément, elle rentre dans la lumière, bien Oui. avant lui d'ailleurs. Oui. Elle est reconnue parce que c'est la première Miss francophone Oui. à aller à une élection Mhm. avec ses cheveux naturels. Oui. Aujourd'hui, ça paraît quelque chose de très anodin, Oui, très oui, normal, mais à oui. l'époque, ça a soulevé énormément Je cherchais mes notes. de bruit et de mouvement. Enfin, les gens Oui, en c'était en parlaient. 2009, voilà ce que je Voilà, en cherchais. 2009. 12 décembre 2009, je cherche oui. encore mes notes. Ingrid était participée à la 59e édition de Miss Monde à Johannesburg, en Afrique du Sud. 112 candidates. Elle se classe dans le top 16 et termine à la 8e place avec ses locks blondes. Voilà, on la surnomme la Barbie caribéenne. Voilà. Donc, elle est dans la lumière à ce moment-là. Donc, forcément, elle rentre. Et puis, elle fait la fierté de la Martinique. Bien Moi, je suis sûr. tombée sur l'article de France Antilles à l'époque qui en parlait. Elle rentre dans les circuits people, forcément. Oui, tout à fait. Et puis, elle rencontre ce jeune artiste qui est beaucoup moins connu qu'elle à l'époque. Mais qui est en devenir, quoi. Voilà. Qui va devenir la star qu'elle est aujourd'hui. Elle devient quelque part, en fait, son soutien. Et au fur et à mesure, elle renonce à tous ses potentiels. Mais combien de temps ils sont sortis ensemble? Ils ont été ensemble, en tout? Parce qu'ils ont été mariés. Oui, ils ont été mariés. Combien de temps ils ont été mariés? Le mariage a duré 5 ans, puisque procéduralement, il y a eu une procédure de divorce. Donc, le divorce a été prononcé, voilà. Et ils ont été plus de 10 ans ensemble. D'accord. Et alors, ok. Et donc, effectivement, donc ça s'expose sur les réseaux sociaux. Je voulais juste qu'on partage en fait notre avis sur ça, parce que ça n'est pas la première fois que des séparations. Tu vois, je suis allée rechercher, par exemple, divorce de star en 2024. Jennifer Lopez, Ben Affleck, c'était, on en parlait beaucoup sur les réseaux. Cardi B, Offset. Je sais pas si tu connais Cardi B. Oui, mais ceux-là, on n'en a pas parlé très longtemps parce qu'ils ont trouvé des accords. Enfin, en tout cas, ça s'est passé rapidement. Moi, je pense plus à un divorce comme celui de Johnny Depp, par exemple, qui lui a été très médiatisé parce qu'il y avait des audiences qui étaient publiques. Voilà, donc je pense plus à cela. Mais là, on n'a pas eu de procédure qui soit médiatisée. Et c'est ça, justement. Qui est le problème, parce que si la procédure avait été médiatisée, il n'aurait jamais pu dire tout ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est totalement à l'opposé de ce qui est la réalité il revient à qui il serait revenu à qui de médiatiser la procédure? Qui c'est qui aurait pu le faire? L'un ou l'autre aurait très bien pu le faire. Mais ce n'était pas dans son intérêt à lui, puisque les éléments qu'il racontait sur les réseaux sociaux allaient totalement à l'encontre de ce qui était dit dans la procédure. Mais à quel moment, précisément, on parlait de féminisme, à quel moment, si tu veux, parce que moi j'entends, je t'ai entendu et on le comprend. C'est-à-dire que ce que tu dis là, tu parles du fait qu'après la séparation, les femmes se retrouvent. C'était très bien documenté. Dernièrement, je suis tombée sur un article de Terra Nova qu'on a présenté ici, qui est sorti le 22 janvier 2025, sur l'effet du divorce sur les femmes. Ah, mais elles s'appauvrissent. Elles s'appauvrissent. Mais c'est documenté, il y a vraiment des recherches très, très, très sérieuses qui, comment dire. Mais à quel moment, si tu veux, une histoire privée quand même, parce qu'il s'agit d'une histoire privée. Un divorce, les gens s'aiment quand ils s'aimaient. Bon, effectivement, il faisait savoir qu'ils s'aimaient aussi, j'imagine. Mais à quel moment une histoire privée, ça devient intéressant du point de vue public? À quel moment tu te dis, bon, cette histoire, parce qu'on pourrait dire, ouais, c'est du macrilage, je l'ai lu, tu vois, c'est du macrilage, pourquoi dans leur vie privée, ça les regarde, les autres étaient ensemble, les autres pas t'es qu'à parler, actuellement, Magala pas qu'à bien passer, les autres qu'à parler. À quel moment, si tu veux, il faut aller vers le public? À quel moment il faut médiatiser ça? Alors, ça l'est devenu à partir du moment où lui a posé les choses sur les réseaux sociaux. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que les gens l'ont critiqué, elle, pour avoir fait, pour avoir traité, voilà, son histoire à la biographie. Mais je n'ai pas entendu de critique sur lui, sur le fait que pendant 5 ans, il n'ait pas hésité à exposer les enfants sur les réseaux, qu'il n'ait pas hésité à exposer leur vie sur les réseaux sociaux. Donc, et c'est là aussi où je dis que c'est un combat féministe, parce que le regard était beaucoup plus bienveillant sur lui, l'homme, que sur la femme qui, à un moment donné, sort du silence et libère la parole. C'est ça, en fait. On va voir tout à l'heure dans Focus quelque chose qui se rapproche de ça. On est toujours dans finalement ce déséquilibre, Cécile. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui évolues aussi dans ce milieu? Ben, moi, ce que j'en pense, c'est que les racines de ça, c'est dans l'éducation. Déjà, dès la petite enfance, qu'on inculque ça, déjà que par défaut, la femme a tort. En fait, globalement, c'est quand même notre société, elle est quand même beaucoup basée là-dessus. Et en fait, ça se banalise. Et celle qui ose dire que c'est pas forcément le cas, ben, elle est tellement noyée dans la masse de cette injonction, de ce poids sociétal, que forcément, c'est une montagne qu'elle a à franchir. Et donc, je trouve que à notre niveau, nous, la façon d'observer comment on reçoit
les critiques à notre égard en tant que femme ou en tant qu'homme, quelles injonctions on met à nos enfants, comment on va quelles activités on va leur faire et dans quelle posture on les met. Rien que d'être dans une observation de ça, déjà on va prendre conscience d'énormément de mécanismes qui se reproduisent à l'âge adulte et qui forcément vont être amplifiés face à ça. Quoi. Et alors l'actualité, c'est aussi que toi, j'avais envie de te demander au début de l'émission comment ça va, comment toi tu vas, parce que si tu veux, tu as pris un bâton là, enfin un combat qui est énorme, parce que tu t'attaques à quelqu'un d'extrêmement connu, qui est très populaire. Comment ça va, toi? Comment ça va? Je tiens le coup. Ouais. Je savais que les choses se passeraient de la sorte. Je savais que les menaces arriveraient. Et tu as été menacée? Ah oui, sur les réseaux sociaux, très clairement. Donc, je savais que ça arriverait. J'ai reçu des menaces aussi en privé, ce qui forcément m'amène à réfléchir sur mes déplacements. J'ai été aussi pénalisée sur le piratage massif du livre quand il est sorti dans sa version numérique. Moi, j'ai rencontré des gens qui l'avaient lu, qui l'avaient acheté. Voilà, on est à plus de 10 000 exemplaires téléchargés illégalement, c'est-à-dire clairement un manque à gagner de l'ordre de 300 000 € pour la petite maison d'édition que je suis, ce qui est énorme, plus une difficulté à récupérer les ouvrages papier que j'avais commandés. C'est-à-dire que je devais en récupérer 2500 le jour de la sortie du livre le 20 décembre. Je n'en ai récupéré que 225. Pourquoi? Et le reste au compte-gouttes jusqu'à il y a ton imprimeur Tu as imprimé où, pardon? Alors, je préfère qu'on ne le mette pas en cause clairement, mais voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça a été une difficulté depuis le début. Et les menaces sont venues en plus par rapport à toutes les difficultés auxquelles je suis confrontée. Parce que moi, j'ai lu l'ouvrage. Enfin, moi, ce que je lis, bon, effectivement, il y a ces épisodes, notamment comment dire, notamment avec les enfants, cette recherche de paternité. Enfin, il y a des choses, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont choquée, mais notamment la relation avec les enfants, la recherche de paternité, notamment, qui était un petit peu étrange. Mais c'est comment dire, c'est une histoire, j'ai pas envie de dire qu'elle est banale, elle n'est pas banale, mais c'est une histoire qui arrive à beaucoup de femmes, récurrente, voilà. C'est pas une histoire banale, hein, surtout pas banale, mais c'est une histoire récurrente. Et ce qui fait la différence, c'est qu'on a affaire à quelqu'un de connu. Et donc, l'idée, c'était de libérer la parole et en montrant que quelqu'un comme Ingrid était en capacité de le faire, inciter d'autres femmes à le faire. Bien sûr. Et effectivement, c'est ce qui se passe, puisqu'on a de plus en plus de femmes, dès le début d'ailleurs de l'annonce du livre et ensuite quand le livre est sorti, qu'elles ont pu commencer à le lire, on dit mais on se reconnaît dans cette histoire. Et notamment sur la question on parlait de la notion de différence et d'inégalité économique. Oui, voilà. La notion de la pension alimentaire. Voilà, c'est ça. Je cherche une idée, voilà. C'est une idée aussi, tu en parles beaucoup, c'est une histoire de pension alimentaire aussi, à récupérer, voilà, qui est réévaluée, etc., qui est réévaluée. Et qui n'est pas payée, en fait. C'est ça, la difficulté. Elle n'est toujours pas payée? Ben là, on récupère avec l'huissier, mais ça veut dire qu'il y a des arriérés. On était quand même à plus de 60 000 € de pension alimentaire impayée à un moment donné. Donc, face à quelqu'un qui dit qu'il paye sa pension, mais au-delà de ça, je veux dire, c'est l'histoire de beaucoup de femmes. Oui, si tu peux, vas-y, puis le temps pour moi de chercher dans le texte. Ce n'est pas banal, mais moi je trouve que c'est banalisé. Oui. On dit, ça. Ça va, tout le monde vit ça. Oui, voilà. Mais ça suffit. Oui, voilà, ça suffit. Alors précisément, c'est vraiment une mine d'or là, cet article de Terra Nova. Je vous incite à le lire. Donc Kenzie Tari, responsable du pôle égalité femmes-hommes de Terra Nova, donc il publie cet article séparation conjugale et reconfiguration familiale, un angle mort de l'État-providence. Donc voilà, on te dit donc selon les données disponibles parmi les familles pour lesquelles une pension alimentaire a été fixée, près de 30 à 40% font face à des impayés. Alors en France, début des années 2010, les chiffres datent un peu, la France a enregistré en moyenne 425 000 séparations conjugales par an. 425 000 séparations conjugales, incluant divorce, rupture de Pacs et d'union libre. Environ 380 000 enfants mineurs sont directement concernés. Okay. Et donc, selon les données disponibles, donc les dernières 2016, parmi les familles pour lesquelles une pension alimentaire a été fixée, près de 30 à 40% font face à des impayés, recevant partiellement ou ne recevant pas du tout la somme due. Alors bien sûr, souvent les femmes sont à la tête effectivement, gardent les enfants et réclament des pensions alimentaires. Et alors, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est l'attitude notamment des juges. L'attitude des juges. Alors, dans certains cas, les juges ont une propension à finalement exempter l'homme, notamment quand il y a des situations de précarité
de précarité financière. En fait, ce que dit cet article, à partir de toutes les recherches, toutes les enquêtes connues, c'est qu'effectivement, il y a cette inégalité, cette précarisation économique. Donc, ce livre parle beaucoup aussi de cette pension qui n'est pas payée. Oui, mais en fait, ça va au-delà de ça. C'est quelque part, il y a une double peine. C'est-à-dire que la femme, à un moment donné, a mis sa carrière entre parenthèses pour pouvoir s'occuper des enfants parce que dans le schéma classique, monsieur, lui, travaille, il a des réunions tard le soir, etc. Donc, madame ne peut pas avoir ces mêmes réunions tard le soir puisqu'il faut s'occuper des enfants. Donc, elle n'avance pas. Donc, elle a une rémunération qui est inférieure. Donc, elle aura à un moment donné une retraite qui sera moindre. Et puis ensuite, le divorce arrive et à ce moment-là, soit elle dit, je me suis déjà tellement battue pour obtenir des sous, je vais pas en plus faire une procédure pour avoir la pension, ou j'ai obtenu une pension, mais il ne la paye pas, j'en ai marre de me battre, je laisse tomber. Et aujourd'hui, on a un organisme qui est dédié au recouvrement des pensions alimentaires, qui est la Caisse d'allocation familiale, qui a un service dédié, qui est ce qu'on appelle un service d'intermédiation, mais qui n'a pas suffisamment de moyens pour aller récupérer. Et là, je pense qu'il y a une vraie possibilité d'évolution législative pour pouvoir responsabiliser ceux qui doivent la pension. Oui, dis-moi, Cécile. Il y a un film qui s'appelle Jusqu'à la garde, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà, et qui me fait vraiment penser à ça, où en fait, il y a une situation de séparation, où on trouve que la mère, elle exagère un peu dans ce qu'elle reproche, et puis on lui demande de dire, bon, madame, calmez-vous, hein, un peu hystérique, voilà, alors que finalement, elle est en mode silence, parce que de toute façon, il n'y a rien à en tirer. Et on dit, bon, mais il faut quand même que l'enfant... Et puis finalement, bon, je vais pas spoiler le film, si vous allez le voir, mais on arrive à une situation où on s'aperçoit qu'il n'en est rien, et que encore une fois, la femme, la parole de la femme est moins prise en compte et moins crédible, et que c'est elle qui se retrouve encore plus de difficultés, tout en gérant le quotidien. Juste encore un mot qui vient de cet article. Une étude de 2015 menée par l'adresse avait estimé le coût moyen, alors c'est en France quand même, mais le coût moyen mensuel d'un enfant de moins de 20 ans, environ 1 500 €. Bien sûr. En incluant à la fois les dépenses des ménages et celles des institutions publiques. Globalement, c'est 1 500 €. Okay. Parmi ces 1 500 €, les familles assument directement 37% du coût, soit environ 755 € par mois, ce qui correspond au montant des dépenses moyennes établi par l'étude Ipsos 2024. Ok, 1 500 € globalement. Oui, voilà. Et on ne parle pas d'études supérieures très élaborées. Pas encore, Donc, il y a une absence de prise de conscience à certains moments. Alors, surtout, et c'est ce que j'explique, tous les pères ne sont pas comme ça. Il y a des pères qui sont parfaitement responsables, il y a des pères qui ont la garde de leurs enfants et qui s'en occupent, mais c'est une minorité. Aujourd'hui, on a vraiment une marge de progression extrêmement importante, surtout que la Martinique est le premier département en matière de famille monoparentale dirigé par des femmes. Donc, on a une vraie problématique. Merci de me tendre la perche pour passer la parole à Cécile qui va parler de Lila. Parce que là, on parle d'autonomisation, en fait. Absolument. Oui, voilà. Et toi, comment tu accompagnes donc Lila? Comment vous accompagnez les femmes? Et tu as travaillé aussi avec Ingrid Littré? Oui, j'ai travaillé avec Ingrid, tout à fait, sur la partie professionnelle, justement, pour réfléchir à elle-même. Qu'est-ce qu'elle avait comme ressources et qu'est-ce qu'elle pouvait mettre en place pour une stratégie de développement, on va dire, autonome et avec les... Bon, voilà. Donc, on a travaillé ensemble. Et puis, on se connaît Catherine aussi parce qu'elle fait partie également du réseau. Et puis, on est de toute façon en phase sur ces discussions. Nous, l'idée justement du réseau Lila, c'est quoi? On est parti du constat. Moi, ça fait quand même 15 ans que je suis ici maintenant. Et donc, je suis devenue maman et entrepreneuse ici. Et voilà. Et que, en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est face aux injonctions où la femme, elle ne doit pas gagner plus que monsieur, mais elle doit continuer à s'occuper du foyer et des enfants tout en développant son entreprise avec des fois zéro connaissance et zéro moyen financier. Et en plus, quand elle veut un peu et dire il y a peut-être des choses, en fait, aucune visibilité sur ce qui peut exister pour les faire accompagner. Donc, on parle de ça, vraiment d'un isolement profond. Et je ne parle même pas de toutes les injonctions éducatives et sociétales qui vont être liées à cette volonté d'éventuellement faire autrement. Et donc face à ce constat, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Tellement de souffrance derrière et tellement de manque à gagner de ces femmes qui pourraient, de leur passion, parvenir à une émancipation financière, mais la route leur est totalement barrée. On leur accroche un boulet de 100 kilos au pied et on leur coupe un bras au cas où, on sait jamais, elles s'en sortiraient quand même. Voilà. Et donc, on dit, mais en fait, un peu ras-le-bol. Donc, on dit, mais de quoi on aurait eu besoin
On aurait eu besoin de développer notre leadership. On aurait eu besoin d'avoir un meilleur accès aux compétences entrepreneuriales de développement d'entreprise. On aurait eu aussi besoin d'être accompagné, pas seulement sur la partie business, mais aussi sur la partie sociale. Oui. Sur la partie sociale, tout le panel, hein, ça peut être la santé, ça peut être le logement, ça peut être des problématiques de surendettement, ça peut être, vous voyez, vraiment tout le panel du social, on va dire ça, y compris avec des enfants, des fois avec des difficultés importantes. Hein. On a beaucoup d'entrepreneuses qui sont mamans dans le réseau et qui ont en plus des enfants avec des troubles autistiques, Bien des sûr. handicaps, et j'en passe et des meilleurs, et qui n'ont même pas d'espace, ne serait-ce que pour dire que des fois elles en ont marre. Pour poser, Ne serait-ce se que poser, ça. quoi. Se poser. Se poser, Et puis ouais. oser le dire sans être Répit, jugée, voilà, et être comprise. Rien que ça, c'est énorme. Et donc, en fait, finalement, intuitivement au début, puis après de façon de plus en plus maîtrisée, on a construit un réseau avec tous les piliers que nous, en tant que femmes, en tant que mères, en tant qu'entrepreneuses, on aurait eu besoin pour vraiment s'émanciper financièrement sans passer par des moments d'extrême solitude, désespoir, découragement, difficultés aussi financières. Hein, tous ces piliers qui sont totalement invisibles parce que ça n'est pas Instagrammable. Donc ça fait pas le buzz. C'est pas esthétique, ouais, mais on fait le buzz quand ça marche. Et c'est aussi ça qu'on dénonce. Oui. C'est de dire non, en fait, tout le monde est passé par ces étapes-là, mais on ne le montre pas. On en parlait tout à l'heure avant l'émission toutes les deux. Bah, tu parlais de toutes les nuits où tu te couches à 2h du matin pour préparer, pour tout ce qu'il y a derrière, de tout aussi l'instabilité des fois de nos métiers et du marché, et de toutes ces situations économiques. Et qu'il faut contrebalancer tout en gardant le sourire, étant en bonne santé, bien habillé, voilà, agréable et prenant soin des autres. Instagrammable, si possible. Instagrammable, bien sûr, et en ne crachant pas sur ceux qui nous font du mal. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça l'injonction. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas d'injonction. Bien sûr, mais en tout cas, ils en ont d'autres. Ils en ont d'autres. Et je le rappelle toujours, parce qu'on a des fois l'impression, en rappelant les injonctions faites aux femmes, qu'il n'y a qu'elles qui en ont. Donc on ne les oublie pas. Mais nous, on parle de ce qu'on connaît, en fait, tout simplement. Et puis il est temps aussi qu'elles le disent et puis qu'elles se prémunissent aussi. Voilà, c'est tout. Et que tout le monde l'entende. Oui, et puis que statistiquement parlant, le poids est beaucoup plus fort sur elles. C'est ça. Oui, aussi. Il ne faut pas minimiser cela. Non, c'est comme quand on parle des violences. Moi, j'entends toujours des hommes qui appellent et qui disent « mais les hommes aussi subissent des violences ». C'est possible, mais en matière de statistiques, 95% des victimes de violences conjugales sont des femmes. Tout à fait. Donc, on est sur ça, en fait, sur une réalité en termes d'importance, en fait. Bien sûr, il faut pas minorer ça. Il faut pas minorer. Et je ne sais pas si vous connaissez le livre « Le coût de la virilité », qui est écrit par Lucie Pétavin, qui est en fait « Qu'est-ce que coûte à la France la virilité qu'on inculque aux hommes comme étant la norme ?» Des milliards, ça coûte des milliards. De cambriolage, de destruction, de procédures, de population carcérale, de tout ça. Quoi. Ah ben, ça tombe bien. Voilà, c'est le jingle Focus. Oui, ma voix, on parle de ma voix pendant le jingle, parce que j'ai du mal à récupérer ma voix. Là, je voudrais juste qu'on regarde le clip. En fait, on va parler de la Journée internationale des droits des femmes. On va regarder le clip de l'ONU sur le droit des femmes. On regarde ça ensemble et puis on commente un petit peu. 30 years ago, world leaders dared to imagine a gender-equal world. Women's rights are human rights once and for all. They pledged a better future for all women and girls. Freedom from poverty. Zero violence. Full and equal decision-making power, equal opportunities, and equal pay. It's up to us to make that vision a reality. We are the first generation who can. No matter the stakes, no time to wait, no steps back. 2025 is our year. Rights, equality, empowerment for all women and girls.
Voilà, donc la déclaration de programme d'action de Beijing, donc qui constitue un plan d'égalité pour les femmes avec un certain nombre de priorités. Donc là, c'est les droits, l'égalité, l'autonomisation, l'empowerment, comme disent les anglo-saxons. Donc en se fixant, d'ailleurs, il y a 30 ans, donc 189 gouvernements avaient signé donc cette déclaration, donc à l'occasion de la conférence mondiale sur les femmes. Aujourd'hui, donc ces sujets-là, droit, égalité, autonomisation, ça reste des sujets qui sont prégnants, ça reste des sujets prioritaires. Ça. On a l'impression qu'on a avancé, mais c'est encore d'actualité. mais on a l'impression qu'on est en train qu'on rame contre la marée, non? Ben oui, Oui. quand on regarde l'état du monde aujourd'hui, Oui. on se dit que c'est quand même un peu compliqué. Ben, mais c'est vraiment d'actualité. On Oui. est toujours, quand on regarde les femmes afghanes par exemple, Oui, on est toujours dans une réalité. oui. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis par rapport à des droits qui étaient acquis pour des femmes, Avortement. ben voilà. Donc Oui. en réalité, et c'est ce que beaucoup d'intellectuels avaient dit, à partir du moment où on a les moindres soubresauts en matière économique ou en matière politique dans une société, les premières qui vont être touchées, ce sont les femmes. Les premiers droits qui vont être rognés sous prétexte que ça coûte trop cher ou c'est pas bien ou voilà, ce seront les droits des femmes. Donc le 8 mars demain, enfin Oui. puisqu'on On sommes le enregistre 7, ça, voilà. Mais voilà, le 8 mars, on se mobilise pour le droit des c'est femmes. totalement d'actualité. Voilà. Est-ce que, dans quel état d'esprit tu es, toi qui passes d'ailleurs ces derniers mois par des émotions, comme on t'a menacé, tu l'as dit, on t'a menacé sur les réseaux, tu as porté plainte? Oui. Tu as porté plainte. Dans quel état d'esprit, quelle émotion t'anime? Quand on voit ça, on se dit, ouais, ok, 30 ans les gars, machin, toujours les Afghanes et les violences, etc. Dans quel état d'esprit tu es? Un peu de découragement à un certain moment, Ok. vraiment. Ça se comprend. Et puis de dire, non, faut pas baisser les bras. Et c'est en ça que la sororité dont je parle dans le livre est importante, Oui. parce que quand il y en a une qui est découragée, Mhm. c'est bien de pouvoir bénéficier de la force des autres, donc dans un réseau comme le Ah. réseau Lila par exemple, Mhm. pour tenir bon et continuer. Parce que sinon, moi je dirais que l'atmosphère est au découragement, parce que la parole des femmes n'est pas entendue. Ok. Et toi, Cécile? Alors, moi, il y a deux choses. Dans le réseau Lila, notre devise, c'est toutes unies pour la réussite de toutes. Oui. En fait, nous, on reste persuadés, intimement convaincus, que ce soit en tant que citoyenne, que ce soit en tant qu'humaine au sens large, que, en fait, la réussite d'une société ou l'échec, c'est tous ensemble, Oui. d'un côté ou de l'autre. En fait, il ne peut pas y avoir une partie qui gagne, l'autre qui perd. Si Oui. on est les uns contre les autres, on a tous perdu, déjà. Ouais. Et donc, déjà ça. Et puis, pour redonner un peu d'espoir, moi, je dirais que s'il y a une réaction amplifiée et une régression, c'est qu'en fait, on a touché quelque chose de sensible. Oui. Et qu'au contraire, moi, je vois ça comme une réaction un peu... Avant une mise en place, il y a toujours un moment, tu sais, un peu de régression de la situation ou d'amplification de la réaction, parce que ça fait peur, en fait. Oui. Ça Clairement. fait peur. Et moi, je trouve que il se passerait rien, ça m'inquiéterait plus que ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, mais en même temps, Voilà. tu vois, dans une émission, plusieurs émissions d'ailleurs récentes, on parle de ces mouvements masculinistes. Tu sais, il y a action-réaction, hein, c'est-à-dire les femmes prennent la parole, et puis en face, si tu veux, certains interprètent comme un cri de guerre, quoi, le fait que les femmes prennent la parole. Si tu veux, donc il y a la réaction, c'est les masculinistes, Ils ont c'est les types qui veulent attaquer les femmes. On commentait ce jeune homme qui a été arrêté avec un couteau parce que tu sais, les incels, les types qui sont involontairement célibataires, qui disent bon, c'est la faute des femmes, et c'est pas assez évident. Donc il y a une réaction qui peut être aussi violente, quoi. Oui, clairement. Il y a une réaction qui me paraît avoir pour origine le patriarcat. Oui. Et en fait, comme disait Cécile au début, il ne s'agit pas d'être en opposition avec les hommes pour les dominer. Oui. C'est pas ça le féminisme. Non. C'est d'être chacun en capacité d'être soi-même et avec des droits, des considérations, Égalité. des respects égaux. Voilà. Tout à fait. Le patriarcat est quelque chose qui remonte à très longtemps et qui impacte les femmes, mais aussi les hommes. Bien sûr. Les femmes, parce qu'on leur donne des injonctions de soumission, d'effacement, etc. Et les hommes, des injonctions de être le plus fort, la notion de virilité dont on parlait tout à l'heure, et qui n'est pas du tout en accord avec beaucoup d'entre eux, voire Bien la sûr, plupart d'entre bien eux. sûr. Et donc, aujourd'hui, je dirais qu'il y a nécessité de dépatriarcaliser notre société. C'est difficile à dire, hein, le mot. Hein. Mais on va l'apprendre. Dépatriarcaliser. Dépatriarcaliser notre société. On va l'apprendre. Voilà. Parce que c'est pas seulement une question pour les femmes, c'est aussi un enjeu pour les hommes.
C'est un petit peu l'enjeu de cette émission depuis 4 ans. Oui. Voilà, c'est avancer sur ce chemin-là. Et alors, là encore, je voudrais dans le deuxième focus, on touche du doigt ce que tu es en train de dire. Je vais évoquer, donc, je suis tombée sur un article de Slate.fr qui a été écrit par Victor Coutelot. Donc, les hommes et les femmes se comportent différemment après une rupture. Une déception amoureuse, voilà, merci. Une rupture, et ce n'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, Victor Coutelot, c'est quelqu'un qui a fait une thèse sur le thème la gestion des déceptions amoureuses comme travail émotionnel genré entre appui interpersonnel et contraintes institutionnelles. C'est un petit peu long, mais en fait, ça parle de quoi? Ça parle du fait qu'après une rupture, une déception amoureuse, les femmes et les hommes vont se confier différemment. Et les confidences que les femmes et les hommes vont faire à leur entourage, alors son travail s'appuie sur des études très, très, très quantitatives, hein. Études notamment des parcours individuels et conjugaux sur un échantillon de plus de 7800 personnes de l'INED-INSEE. Et donc, cette différence entre les hommes et les femmes dans la confidence, j'ai une rupture amoureuse, les femmes, c'est 62% vont se confier, et les hommes, c'est 41%. Et en fait, le fait de se confier conforte une forme de contrôle social pour les femmes. Parce que l'entourage va dire, ouais, fais ça. Et finalement, de conformité, si tu veux, d'injonction à la conformité. Mais oui, mais peut-être qu'il faudrait que tu restes avec lui, etc. C'est drôle. Et du coup, comme disait peut-être Cécile tout à l'heure, les 41% des hommes, peut-être, répondent aussi à une injonction. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils voudraient se confier, mais on leur dit, mais non, les hommes ne se plaignent pas. Exactement. Bah, il faut avoir l'air fort. Ouais, c'est ça. Et ne pas Pas de s'effondrer, faiblesse, oui. tu pleures pas, tu Oui. n'exprimes pas ton chagrin, tu n'exprimes pas ta détresse, tu ne parles pas de tes émotions. C'est ce qu'on leur apprend. Oui. Et Et- c'est pas pour rien, c'est ce que je disais, qu'on est un département avec les plus forts taux d'addiction, alcool, drogue, toxicomanie et de suicide chez les hommes aussi. Parce que on a cette injonction qu'on leur pose tout petit de sois fort, Et de Joue le pudeur bad aussi, boy, de pudeur Juste, émotionnelle, et sentimentale. les hommes ne pleurent pas, les petits garçons ne pleurent pas, etc. Et puis il y a aussi un modèle Parce du qu'à un moment bad donné, boy. c'était une source de danger, on Oui. va pas se mentir. À un moment donné, historiquement, c'était source de danger, donc silence. Et la société a évolué, heureusement, mais c'est vrai qu'en gardant ce mécanisme de survie, parce qu'on est vraiment dans un mécanisme de survie qui est à la fois à la base inconscient, mais qui a été perpétré parce qu'à un moment donné, ça a donné des chances de survie. Et après, par répétition, on assure nos arrières. Donc sauf qu'aujourd'hui, ça bascule sur l'inverse. Et moi, je trouve souvent que la première victime du patriarcat, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Clairement. Et puis il y a cette image de bad boy aussi, cette Ouais. image dans Les filles aiment les mauvais garçons. Oui, de l'iconographie un peu populaire, Et alors, peut-être. ça, statistiquement parlant, je suis pas sûre que ce soit aussi vrai que ça. hein. Non, Ça, mais en tout cas, c'est une croyance c'est populaire. une croyance Oui. populaire Qui a fait qui des a, dégâts, qui a la Qui a vie vie dure. vraiment dure. Oui, on est d'accord. Mais voilà. Mais les Mais non, hommes, messieurs, les femmes n'aiment pas les mauvais garçons. Non, Elles mais- aiment les gentils garçons qui Voilà, partagent voilà. leurs Et émotions. donc- exactement. Et donc, sera alors bien comment clair. on fait pour que les hommes se libèrent et comment on fait ça? Alors, Mais- là, on s'attache aux hommes, on leur dit libérez-vous, parce que les 62% des femmes qui vont se confier, elles sont aussi contrôlées, Ouais. quoi. Mais comment on fait pour faire Ben, ça, évoluer c'est finalement l'éducation, c'est ce dont parlait Cécile. Oui. Il faut éduquer différemment aujourd'hui, Oui. ça c'est sûr. Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Oui, moi j'ai 2 Non, enfants. je n'ai pas pu en avoir. D'accord. Mais Moi, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon d'ailleurs. Et il y a 2 choses que je voudrais dire par rapport à ça. Il y a les femmes, pourquoi c'est une injonction? Parce qu'on leur a pas appris à développer leur leadership Oui. et à penser par elles-mêmes et à dire aux personnes, je n'ai besoin que d'une écoute, je n'ai pas besoin de conseils. Oui, oui. Ou si la personne donne des conseils, de mettre la limite en ce que la personne transmet dans ses peurs à elle, dans ses Oui, croyances, oui, oui. et ce dont elle a vraiment besoin. Voilà, autre chose. Et puis, du côté des hommes aussi, c'est recréer un sas de sécurité, parce que moi, je connais beaucoup d'hommes qui ont une sensibilité et qui, si elle va être exposée, va être une source de danger, parce que d'incompréhension, de rejet, de jugement, d'isolement social ou masculin, en tout cas. Et je trouve que des 2 côtés, il y a au niveau des adultes aujourd'hui, créer plus de sécurité, des sas de sécurité comme le réseau ou même des associations qui offrent ça. Et puis, bien sûr, l'éducation. Moi, mon fils, depuis qu'il est petit, je ne le lâche pas sur le consentement. Tu as envie de faire un câlin à ta sœur? Première chose, tu lui poses la question. Et si elle n'a pas répondu oui explicitement, tu ne lui en fais pas, même si tu en as envie. C'est pareil pour un bisou, c'est pareil pour même le contact physique, voilà. Et donc déjà,
ne pas lâcher là-dessus. C'est vraiment C'est la base. C'est la base. Ok. Et ne pas banaliser. J'ai entendu des maîtresses d'école dire oui, il y a quelques bagarreurs, mais c'est normal, ce sont des garçons. Ah ben non. Et Mais non. on arrête Non, c'est avec pas ça. normal. Non, On c'est pas arrête normal. avec ça. On va Donc arrêter c'est avec ça. au niveau nous de la cellule familiale, mais au niveau nous en tant que citoyens, Bien sûr. de dire mêle-toi. Ce sont pas tes affaires. Mêle-toi. Ce sont mes affaires parce que demain c'est la société Oui, et la société elle concerne tout le monde. c'est clair. Donc aussi ce genre de choses, arrêtez justement de pas de banaliser ça Ou de ne pas intervenir, de de considérer pas que c'est normal. intervenir, ouais. de garder le Il silence. faut qu'on se rééduque tous, en fait, hein. Oui, il y a un Oui, proverbe c'est pour ça que je africain disais qui dit ça. ça, qui Oui. dit il faut de tout un village pour éduquer un Oui, enfant. oui, oui. Bien sûr. On Toute n'est la pas, société s'y c'est- mette, voilà, quoi. tout le Oui. monde est Faut que tout le concerné, monde les s'y mette. voisins, les oncles, C'est ça. les tantes. Moi, je suis marraine de 5 Et puis garçons. Oui. Voilà. Donc, Par rapport au contenu voilà. aussi qu'on partage à nos enfants, en contenu Oui. vidéo, que ce soit Oui. les contenus, les livres, que ce soit ce qu'on transmet à l'école, hein, moi, que ce soit les codes vestimentaires. Moi, j'ai vu une école, dans une classe de maternelle quand même, la maîtresse qui dit, en fait, les filles s'assoient par terre, les garçons sur les bancs, quoi. Parce qu'il n'y avait pas assez de place pour s'asseoir pour tout le monde, les filles par terre, les garçons sur les bancs. Ce genre de choses, ça peut paraître anodin. C'est pas normal. mais ça ne l'est Mais pas. non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, mais non, te Voilà. confirme, ça n'est pas anodin. C'est pour ça que je dis Ça que n'est pas c'est normal. à tous les niveaux. Bien Et sûr. ça a l'air de rien, là, pris de façon isolée, Oui. mais c'est quelque chose qui est perpétré dans la société, Bien qui sûr. va s'amplifier avec les discriminations sociales et financières, Complètement. Et plus tard, en tant Et le qu'adulte. et plus tard, qui va faire qu'on vient traiter le symptôme, mais en fait, le fond. La Donc, c'est pour ça que cause. le féminisme a de beaux jours devant lui. Le féminisme a encore Oui, de beaux jours devant lui. Oui, mais Parce que la dépatriarcalisation Voilà, va prendre voilà. le temps. c'est ça. Ben, ça pourrait prendre du temps, mais on peut aussi décider que on est plus incitatif là-dessus. alors. Donc, on reparle d'éducation, on Oui. parle des livres, des Oui, ouvrages, des c'est ça. films, Oui. on parle de formation, Oui. on parle d'ateliers, de choses va- que on va l'on peut parler- mettre on en va- place. d'activité. On va parler Bien de ça. sûr. On va parler de ça après le jingle mot de femme. Elles sont un petit peu bavardes, hein, mes invités, voilà, parce que non, il faut garder l'idée. Non, On mais on sommes est passionnés. on est passionnés. Puis tu Voilà. vois, il y avait un lien, tu vois. Je suis contente que vous ayez réagi à mon petit article là, de Slate et on remercie donc Victor Coutelot. Oui, donc tu disais, ça passe par l'éducation, ça passe par les ateliers, ça passe par plein de choses. Ça passe par oui, tes livres aussi. Et puis oui, les livres. Alors, moi, je maintiens que les livres sont un outil puissant de Indispensable. transmission. Oui. Mais je pense qu'il faut aussi éduquer les parents. Si on éduque que les Bien enfants, sûr, ça va être bien sûr, effectivement mais très bien long. sûr. Mais je pense qu'il faut éduquer les parents. Oui, tu voulais rajouter quelque chose ici. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, dans cette dépatriarcalisation, Patriarcalisation. tout le monde est gagnant. Oui. C'est Oui. ça que je veux rappeler. Ah oui. C'est pas les femmes qui vont gagner. Je veux rappeler que tout le monde Oui. sera gagnant. Oui. Tout le monde. Vraiment, j'insiste là-dessus Oui. pour rappeler que si on s'y met tous et que tout évolue, c'est pour ça que je disais, j'aime pas me faire définir comme féministe parce que les gens ont l'impression que le féminisme, c'est l'inverse du patriarcat, mais les femmes qui dominent et qui écrasent les hommes. Non, C'est non. C'est pour ça que je n'aime pas. Mhm. Même si la Tu as le droit, Cécile, tu as le définition droit. initiale, je suis en phase avec toi, mais c'est ce que la société a fait de ce mot Oui, que oui, je n'aime on pas. l'a dit C'est pour tout ça à que je l'heure. n'aime pas le. Oui. Et en fait, ce que je veux rappeler, c'est que dans cette évolution du paradigme, Mhm. tout le monde sera gagnant, Oui. tout le monde sera plus libre d'être lui-même. Oui. La société elle-même pourra être unie face aux défis climatiques et sociaux qui nous attendent demain, et que si on n'a pas cette unité, c'est tous ensemble qu'on va Ou qu'à mettre perdre. un lot de couche et puis défi climatique, là, à mon avis, c'est encore autre chose. Oui, Oui. mais Oui et c'est non. lié. C'est Oui, lié. c'est lié. C'est lié, en fait. Parce que comme vraiment le patriarcat fait des hiérarchies, C'est ça. il fait des clivages. Retirer cette couche patriarcale, c'est penser plus en termes d'égalité et en termes de mon intérêt et aussi ton intérêt. Mhm. Donc, je vais peut-être moins gaspiller parce que de ton côté, tu auras moins. Enfin voilà, donc Mhm. il y a une notion Ouais, d'égalité aussi. À quel qui moment est ta importante. conscience féministe s'est fait jour? À quel moment tu t'es dit, tiens, c'est un combat important? À quel moment tu as voulu prendre ce combat-là, justement? Alors, il y a des graines qui ont été semées Mhm. parce que je suis la fille d'une avocate Mhm. féministe, je suis la filleule d'une avocate féministe. Mhm. Et donc ensuite, effectivement, quand je suis rentrée au barreau, il y a un certain nombre de choses qui m'ont interpellée, et notamment dans la façon dont les femmes étaient traitées dans le cadre des procédures. Puis j'ai intégré une association féministe, le Sort Optimiste International, Mhm.
Et donc là-dessus, oui, ça fait 15 ans que vraiment, là-dessus, confiance, oui, complètement. Ok. Je te redonne la parole, Cécile, parce que on a parlé de Lila, mais je voudrais juste que tu nous dises un mot, parce qu'il nous reste peu de temps dans l'émission, un mot de ce dispositif, le Carrefour de l'entrepreneuriat. Vous avez remporté, vous êtes lauréat du dispositif BPI France. Raconte-nous ce que c'est, s'il te plaît. Donc en fait, le Carrefour de l'entrepreneuriat, c'est un lieu unique d'information et d'orientation sur l'entrepreneuriat. Pour toute personne qui veut créer ou développer son entreprise, ou qui a des difficultés, ou qui a des questions, elle a le droit à des entretiens gratuits. Donc c'est sur rendez-vous bien sûr, mais en tout cas c'est gratuit et c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et c'est un dispositif qui est vraiment là pour réduire les discriminations d'accès à l'entrepreneuriat dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de la ville. Et aussi, il y a différents axes. Et on va aussi accompagner 20 femmes qui sont entrepreneuses, mais qui sont en surendettement et qui, en fait, n'ont pas de réelle solution. Parce qu'à part le tribunal administratif qui va gérer la partie administrative, il n'y a pas de prise en charge ni forcément psychologique ou de stratégie de comment on rebondit après ça, quoi. Et donc, le Carrefour de l'entrepreneuriat, c'est un peu tout ça. C'est du lien entre les acteurs, c'est de l'information grand public pour toute personne qui a besoin et qui a pas forcément les moyens ou la base éducative avec de cette gestion financière ou autre, ou stratégique. Et puis, c'est aussi aller aider et soutenir les personnes qui sont déjà dedans et qui sont dans de grosses difficultés. Et puis, il y a un autre dispositif que vous avez mis en place, là, depuis janvier, c'est le troc de service. Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis le tout début du réseau. Donc, le troc de service, on a toujours mis ça en place. D'ailleurs, le réseau Lila est né d'un troc de service, d'ailleurs, entre les fondatrices. Mais nous, ce qui est nouveau, c'est qu'on a mis en place une application qui s'appelle Troc Ton Biz. C'est l'application Troc Ton Biz qui est là pour d'égal à égal de temps, une équivalence de temps. Quelles que soient les compétences, l'expertise, elles peuvent être échangées. Un massage contre un conseil juridique. Ça peut être, je sais pas, un cours de créole contre de la stratégie de communication. Ça peut être, je sais pas, de la garde d'enfants contre la lecture du bilan comptable. En fait, c'est vraiment échanger le temps et c'était la seule façon, en tout cas qu'on a vu, pour réduire réellement les discriminations sociales et financières qui sont vraiment le propre des femmes quand elles entreprennent et qui vont amplifier le fait qu'elles vont être dans des difficultés financières, elles ne vont pas avoir les connaissances des dispositifs pour l'aider, qui ne vont pas avoir les connaissances stratégiques pour développer leur entreprise, ni les soutiens derrière sociaux pour remonter la pente, qui ne font qu'amplifier cette détresse financière et psychologique et qui vont se répercuter sur leurs enfants. Oui, et puis un certain isolement. Complètement. Le réseau permet de J'ai vu qu'une partie des recettes du livre, alors tu nous as dit que tu perdais beaucoup de sous avec la fuite, le piratage. Donc, mais une partie des recettes ira à Lila. Oui, qui va développer un programme spécifique pour les entrepreneuses victimes de violences conjugales. Alors, qui est déjà en place, en fait, qui est en fait, on a formé des référentes, on va dire ça comme ça, qui sont formées à l'écoute et à l'orientation. Et dans nos networking, elles sont identifiées. Et toute femme qui aurait des difficultés, des vulnérabilités, et donc violence, mais pas forcément seulement, mais principalement violence, peuvent aller vers ces femmes en toute sécurité, être écoutées, accueillies et accompagnées pour aller être en contact avec les associations qui font ce travail d'aider ces femmes à sortir de ces situations d'urgence. Et puis nous aussi, à notre niveau, quand il y a des situations de réelle urgence physique, on va aussi déployer notre réseau pour l'aider à trouver une solution et à s'émanciper psychologiquement et financièrement. À ce stade de l'émission, je voudrais que vous parliez d'un homme. Vous connaissez déjà le principe, c'est dommage, mais bon, j'aime bien la surprise, un homme. Peut-être le même que la dernière fois, je ne sais pas. Tu étais venu il y a 2 ans, il me semble. Oui, mais là, je vais parler de Alain. Alain Rézard-Devouve, qui est le sujet de mon 2e ouvrage et qui est mon cousin. Alain est un des initiateurs du Tour des Yoles de la Martinique en 1966 et il est également un des derniers héritiers des Roms JM. Donc, j'ai fait sa biographie. C'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment développé une relation d'affection particulière. Et nous avions une vision commune de la Martinique, puisque Alain est béquet, qui était une vision vraiment de partage et de relation vers une seule chose, l'intérêt de la Martinique. Voilà. Cécile, un homme? Alors moi, j'étais déjà venue aussi il y a quelques années et j'avais parlé d'Alain Honoré, c'était sur la partie, on va dire, parentalité, qui avait vraiment changé. Sage-femme, sage-homme. Exactement, un maïoticien. Et aujourd'hui, je parlerai de David Chérubin, et de
Steve Lenog. En fait, ils avaient le même poste, mais ils ont changé en cours de route. Parce que pendant 10 ans, ça fait 10 ans que moi, je faisais des conférences, des formations aux troubles de l'apprentissage et du comportement. Et ce sont 2 hommes, donc de la ville, de la commune de Saint-Joseph, avec qui j'ai travaillé depuis de nombreuses années, et qui ont toujours été très engagés pour une mise en place d'énormément d'actions et d'outils pour lutter contre les discriminations, de sensibilisation, d'évolution des consciences, mais vraiment un énorme investissement de eux-mêmes et énormément de sécurité, je trouve, verbale, émotionnelle de ces hommes, quel que soit le contact des publics avec lesquels ils peuvent être. Et vraiment un immense merci à eux. Même si c'est pas directement lié avec le sujet du jour, je sais que ce qu'ils font, et en plus, ils ne sont jamais mis en avant, et ben en fait, ça change la vie d'énormément de familles et par rebondissement d'enfants, de femmes. Et donc, je voulais leur dire un grand merci. Jingle, Donc, le mot de la femme. Pendant le jingle, ça parle encore, mais là, c'est presque fini. Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi, Cécile? La pire chose, c'est d'être seule. Quelle que soit votre situation, quelle que soit vos difficultés, quel que soit votre même niveau de conscience, allez vous connecter à des gens qui ont des valeurs que vous voulez incarner, ou des gens qui peuvent vous aider, ou en fait le fait d'être en connexion avec d'autres, et ben en fait c'est la seule vraie solution pour évoluer, pour gérer des situations complexes, ou pour ouvrir aussi sa conscience à d'autres façons de penser. Donc voilà. Ne restez pas seul. Non, et puis ne pas seul aussi avec une ouverture d'esprit, quoi. C'est pas que physiquement, quoi. Ingrid Littré, donc sa vérité, le mot de la fin, ce serait quoi? Libérer la parole. Oui. Il est temps de parler, de dire ce qui ne va pas, de s'affirmer, et puis de rêver grand aussi, parce que libérer la parole, c'est aussi porter ses rêves. Donc, Je t'ai pas demandé des nouvelles d'Ingrid Littré, je t'ai demandé tes nouvelles, comment va-t-elle? elle va bien, elle tient le coup aussi. Et c'est vrai que le livre l'a beaucoup aidée, justement, dans son parcours de résilience. Et ses enfants aussi? Oui, Oui. ses enfants aussi. D'accord. En tout cas, donc, le livre, on le trouve en librairie quand même? On le trouve en librairie. Et puis, il est aussi sur le site, on peut le télécharger aussi en PDF. Oui, on peut toujours voilà. le télécharger en PDF, Donc, voilà, Ingrid mais Littré, on le trouve en oui. librairie. Ingrid Littré, sa vérité. Donc, exemple de sororité. Hein. Voilà. Ne restez pas seul, vous n'êtes pas resté seul. Voilà, on n'est pas resté seul. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, qui ont acheté le livre, qui ont vraiment joué le jeu et acheté la version numérique. Certains qui avaient récupéré la version illégale et qui sont allés acheter le papier. Si toutes les personnes qui avaient acheté la version, enfin qui avaient récupéré la version illégale, allaient acheter la version papier, je pense que ça serait une réparation juste. Okay. Voilà. En tout cas, merci pour tous ceux qui nous soutiennent. J'espère que tu seras entendue. Merci beaucoup, oui, Catherine Marceline. Merci, Cécile Simoneau d'être venue partager ces quelques réflexions et expériences avec nous sur le plateau de Femmes, à l'occasion notamment de la Journée internationale des droits de la femme, donc le 8 mars, nous sommes un petit peu après, mais voilà, ça reste le mois de mars, et puis toute l'année, hein, on a vu qu'il fallait qu'on dépatriarcalise notre société. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité, je vous retrouve sur Zitata le mardi soir, merci à David qui est aux manettes dans la régie, et puis je vous retrouve mardi avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye, à bientôt. Femme, 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 femme.